Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens vous entretenir sur un sujet sur le CFA. Le franc CFA est vraiment qui inonde les réseaux sociaux. Mais moi, je viens avec une question. Et si le CFA était mieux géré que nos économies? Parce que le franc CFA joue son rôle. Elle ne peut pas jouer un rôle plus supérieur au rôle qui lui est dédié, à savoir être une unité de compte, être un moyen de transaction et être une réserve de valeur. Donc ces rôles-là sont remplis. Ces rôles-là sont remplis. Euh, Lorsque euh, vers les années d'ajustement, pendant les périodes d'ajustement structurel, c'est une monnaie qui a été utilisée par à la fois le Ghana, le Nigeria, le Zaïre et d'autres pays encore dans les transactions internationales. Parce que leur monnaie ne permettait pas de tenir la route face à leurs besoins énormes d'importation. Et les recettes d'exportation de leurs pays respectifs ne permettaient pas de faire face à leurs importations. Donc, ils recouraient au franc CFA. En quoi faisant? En faisant de la contrebande et bradaient leurs produits à vil prix sans essayer de faire des marges de bénéfices, mais pour avoir la devise CFA qu'ils vont utiliser dans les transactions internationales. À tel point qu'à un moment donné, la France ne pouvait plus supporter voilà, cette hémorragie financière vers les zones non CFA. Et la France dit stop. Je suis redevable vis-à-vis des pays de l'UEMOA, mais je ne suis pas redevable devant le Ghana, devant le Nigeria, devant le Zaïre, etc. et d'autres pays, la Gambie ici. C'est ce qui a abouti à la dévaluation. Si le CFA n'était pas bon, ces pays ne l'auraient pas utilisé dans les transactions internationales. Mais le CFA était bon. À tel point que Cécile Richard, dans ses notes, tapez sur Google, Cécile Richard, d'évaluation. Vous allez avoir ses écrits. Il dit qu'en 1992, 43% du déficit de la balance des paiements global des pays de l'UEMOA était dû à la fuite du CFA vers les zones hors CFA, vers le Nigeria que je viens de citer, Ghana, Jaïr, etc. Donc, un indicateur a été fait pour être analysé. Pourquoi les banquiers centraux n'ont pas agi pour alerter les politiques? Parce que le rôle d'une autorité, c'est ça. Quand il y a un problème, tel que soulevé par un indicateur, c'est de prendre l'analyse idoine pour essayer d'apporter les solutions que cela a interpellé. Mais ils ne l'ont pas fait. Si cela était vrai, que l'on nous sorte des lettres d'archives qui montrent que telle autorité, qui a autorité de signature au niveau de la BCA ou de la BEC, adressée à nos présidents pour dire que, comment dirais-je, par rapport au déficit de la balance des paiements, voici les réformes qu'il faut faire au niveau des francs CFA. Si en ce moment les autorités ont mis ça sous le coude, là on peut s'en prendre aux politiques. Mais ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire quoi? Que ces intellectuels qui sont là-bas au niveau de la BCAO ne jouent pas leur rôle. Et les accusations de M. Kako Noboko s'avèrent une vérité. Qu'ils ne font rien là-bas. Qu'ils sont là-bas à faire du tourisme intellectuel. À voler de séminaire en séminaire. Et de voyager de pays en pays. Jouir des postes, mais pas pour autant pour travailler pour leur nation. Moi, je commence à croire à cela. Je commence à croire cela. Mais tout résumé au CFA et à la France, ça cache la responsabilité intérieure. Et ce n'est pas le troisième homme que je parle, moi, mis par la France. Non, c'est des intellectuels qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Parce qu'ils lient leur présence à des postes, aux diplômes qu'ils ont, à leur CV. Et non le devoir qu'on attend d'eux. C'est ça qui est d'ailleurs le drame de l'Afrique. Non. En fait, Boigny, Senghor n'ont pas vendu nos pays. Ils ont eu le malheur de ne pas avoir de dignes héritiers qui peuvent venir les défendre. C'est ça qui a été le moment. Moi, je n'ai même pas le droit de parler de ces grands messieurs-là qui dorment sous la poubelle du mensonge. Parce que je les connais à peine. Je les connais à peine. C'est les héritiers qui ne sont pas à la hauteur. C'est ça qui est dramatique. Le CFA,
a joué un rôle qu'on peut assimiler à la maladie hollandaise. Les pays francophones comme anglophones font face à des problèmes de recettes, d'exportation. Ils ont un problème de trésorerie chronique. Voilà, dû au fait que les matières premières, les cours mondiaux ne sont pas fixés par eux, qui sont aléatoires, qui sont volatiles. Donc, ce qui fait qu'ils ont souvent, très souvent et presque toujours, des problèmes de recettes. Et c'est à partir des recettes d'exportation que vous faites face à vos importations. Donc, pourquoi la maladie hollandaise? Parce que le CFA a joué comme un catalyseur de cette pénurie de recettes. Nous avons à la fois, nous les pays francophones, nos recettes d'exportation. Maintenant, le gap est comblé par la convertibilité illimitée du CFA, qui fait que nous avons plus de marge d'importation que les pays qui ont des monnaies qui ne sont pas adossées à d'autres monnaies supérieures. Donc, ce qui a dopé bien sûr notre importation. Et cela, il y a un laxisme de nos États. Parce que dès lors que vous avez cette capacité d'importation plus élevée, il fallait l'utiliser pour outiller votre économie. L'achat d'équipements de production et de machines-outils pour mettre sur pied une industrie de substitution d'importation. Nous n'avons pas fait cela. Nous l'avons utilisé uniquement pour encore importer, toujours importer. De telle sorte qu'aujourd'hui, allez vous promener au Sénégal vers Sandaga, un dépotoir d'importation. Allez vous promener vers le Petersen, un dépotoir d'importation. Les allées centenaires, la place de l'allée des Chinois, un dépotoir d'importation. Et cette importation est reprise par les revendeurs pour l'irradier dans tous les pays. Si bien que nos pays sont transformés à des souks de produits étrangers. Et l'État laxiste parce que les taxes douanières, toujours des taxes douanières. Ils ont des problèmes de budget, toujours des taxes douanières. Ils attendent toujours plus de taxes douanières. Donc ils ont été laxistes. Et de l'autre part, le lobby importateur paresseux n'a pas voulu mettre sur pied une industrie de substitution à l'importation. Le seul embryon d'industrie de substitution à l'importation qui est en place au Sénégal, il faut le reconnaître, ça, c'est la communauté libanaise. Même si par ailleurs, cette communauté libanaise, nous l'accusons souvent des fuites de capitaux vers l'étranger. D'ailleurs, ils ne sont pas seuls à le faire. Je ne le dis pas de façon stigmatisante et raciste. C'est des Sénégalais comme toi et moi, comme vous et moi. Ils sont des Sénégalais d'origine libanaise, comme moi je suis Sénégalais d'origine mandingue, comme quelqu'un est Sénégalais d'origine wolof, d'autres Sénégalais d'origine alpulaar, etc., etc. Voilà. Donc, le patronat dans toutes ces communautés ont agi vraiment dans la fuite des capitaux, parce que le patron ne défend que ses intérêts. Voyez-vous. Donc, c'est ça qui a plombé notre économie. On ne peut pas que l'adosser ni au revolver placé à la tempe par les Français, ni au CFA lui-même. Le CFA a été un élément positif qui, mieux utilisé, aurait pu équiper. Et d'ailleurs, le président Houphouët-Boigny en a fait bon usage à un moment donné. Quand il pariait avec le Ghana, il disait à Kwame Nkrumah qu'il allait le dépasser. Il a tenu sa promesse. À un moment donné, la Côte d'Ivoire a dépassé le Ghana. Le Ghana n'est repassé devant qu'à vers 2000 pour cause de guerre civile en Côte d'Ivoire. Tous les clients de la Côte d'Ivoire, les marchés abandonnés par la Côte d'Ivoire sont repris, comment dirais-je, par le Ghana. Et d'ailleurs, certains disaient que dans certains écrits, les cacao ivoiriens passaient, comment dirais-je, par le Ghana, ce qui a boosté sa croissance. Alors que le Ghana en matière première était 1000 fois mieux doté que la Côte d'Ivoire. Mais le passage de Alassane Ouattara,
Qu'on le veuille ou non, au plan macroéconomique, quand même, on parle même de miracle. Miracle ivoirien. Ouais, on me dira, oh, la croissance, ça ne se mange pas, il y a des chômeurs. Il n'y a pas de chômeurs au Ghana. Combien de Ghanéens logent au Sénégal aujourd'hui? Combien de Nigériens sont au Sénégal et en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Et combien d'Ivoiriens sont au Niger, au Nigeria, comment dire, et combien d'Ivoiriens burkinabés sont au Ghana? Je ne suis pas là en train de critiquer le Ghana, où je suis dans les faits, dans l'analyse d'une certaine manière, de façon empirique, des constats un peu statistiques. C'est juste le cas. Parce que le discours panafricaniste révolutionnaire veut faire croire que c'est le paradis dans le monde anglophone, les complexes du monde anglophone, et c'est l'enfer chez nous. Non, c'est pas du tout exact. Si nous sommes dans des difficultés, c'est parce qu'effectivement, nous n'avons pas été à la hauteur des devoirs confiés à nous pour ceux qui sont aux commandes. Et ce ne sont pas les troisième hommes, c'est l'intellectuel africain, son acception du pouvoir qui est mortel pour l'Afrique. Je suis diplômé, je suis à tel niveau, donc je dois être ministre, je dois être à tel poste. Ils sont là que parce qu'ils doivent être là. Ils n'ont pas la politique dans le sang, mais ils doivent être là parce qu'ils ont tel niveau de titre. C'est ça qui a été le drame, qui est mortel à l'Afrique. Quand Cécile Richard, je le répète, disait qu'il 43% de la balance des paiements est due à la fuite, mais ces banquiers centraux, leur réaction devait être analysée et prendre les qui, et comme je l'ai dit, les mesures idoines, et comme je l'ai dit, qu'on commente des lettres d'archives indiquant cela, et que nos présidents avaient mis ça sous le coude à ce moment-là. On peut dire qu'il y a le troisième homme, ou que la France qui bloque, on dit qu'il y a le troisième homme. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, la présence de la France au niveau de la BCAO, on peut me le rappeler pour dire que non, vous ne savez pas, il y a la présence de la France au niveau du conseil d'administration de la BCAO, voilà, je sais, Nicolas Gbou nous l'a appris. Mais quand un pays prend parti vers lui de convertir à 100 francs en sa monnaie, hein, toute monnaie nationale de votre toute quantité de votre monnaie que vous lui apporterez, on ne peut pas lui refuser le droit de regard, même s'il faut évoluer. Donc, je suis d'accord pour les réformes sur le franc CFA. Je suis d'accord pour les réformes sur le franc CFA. Voilà. Mais on ne peut pas lui refuser à la France le droit de regard pour le minimum de raison. On nous dira que ce n'est pas la France qui garantit, c'est nos économies qui garantissent. Mais quel est l'état de nos économies en 1960? Et les gens ne réfléchissent pas. Nous n'avons pas de recettes, nous avons des économies embryonnaires, des États apprenants. Aucun de ces présidents n'a dirigé ne serait-ce qu'une petite boutique. Ils n'ont dirigé aucune entreprise. Ils sont sortis des écoles, d'ailleurs c'était plutôt des idéologues, plutôt que des techniciens en ces sciences-là. Donc, on ne peut pas leur exiger d'une certaine manière des erreurs, de toutes les erreurs qu'ils ont commises. Moi, je crois que on fait fausse route quand on s'en prend au CFA de façon démesurée et quand on s'en prend à la France. Je ne suis pas un amoureux fou de la France. Et d'ailleurs, la géopolitique, on parle maintenant de l'Union européenne. Et l'Union européenne est à 2 heures de vol de l'Afrique, surtout de l'Afrique francophone. S'il faut, comment dirais-je, choisir des partenaires, je crois que tu vends d'abord au voisin d'à côté. Voilà, et surtout ce voisin d'à côté, il est doté de capitaux. Et je dis, je le répète, le franc français est mieux géré que les économies parce que nos économies de l'Afrique francophone, de l'UEMOA, il y a un refus de croissance. Parce que le sérieux avec lequel, à mon avis, le CFA est géré, devait s'accompagner du même sérieux dans la gestion économique. Mais au niveau de la gestion économique, il y a le laisser-aller, il y a la gabegie, il y a la corruption, il y a de la dissimulation comptable. Et c'est ce qui est dramatique. Donc il fallait bâtir un marché financier
pour appeler le capital investissement, pour appeler les fonds souverains, pour appeler le capital risque. Parce que le capital qui dort à l'étranger ne va pas venir s'investir si il n'est pas assuré de la rentabilité et des niveaux de garantie sur la propriété. Il faut que nous travaillions en cela. Nos économies aujourd'hui, si nous avons été sérieux, nous allions être la Suisse de l'Afrique. L'Afrique francophone devait être la Suisse d'Afrique. Parce que les CFA, si on avait évité cette maladie hollandaise que le CFA a créée, parce que la facilité de convertibilité du CFA est venue combler le gap que laissaient les recettes d'exportation. Les recettes d'exportation, les devises que ça engrange sont faibles pour faire face aux importations, à nos besoins d'importation. La convertibilité illimitée du CFA me semble venir combler et ce qui a boosté nos importations. Donc c'était à nous de juguler le coût de l'importation et pour orienter le financement vers l'industrialisation, acheter des équipements, des machines-outils pour mettre sur pied une industrie de substitution à l'importation. Mais nous ne l'avons pas fait. Les pays anglophones l'ont fait, non pas par intelligence. Hein. Eux, ils n'ont pas ce substitut de devise qui est le CFA. Et ils n'ont que les recettes d'exportation qu'ils utilisent pour faire face à leurs importations. Et comme il y a toujours un grand gap du besoin d'importation, cela les a forcés et les a ramenés à consommer local, ce qui a boosté leur économie locale. C'est ça qui a boosté leur économie locale et la mise en place d'une industrie de substitution à l'importation. C'est uniquement ça, hein, ce n'est pas une intelligence grandiose. Ils ont des limites de devises et ces limites de devises a fait que les autorités ont dit bon, on est obligé de manger local. Et nous, quand vous regardez nos plats, c'est uniquement des produits venus de l'extérieur. Et d'ailleurs, le professeur Ahmed Alidien le rappelait dans un de ses entretiens avec l'un de nos grands journalistes à Dakar. Donc, c'est ça qui a été notre malheur. Contrôler les importations, parce que le lobby paresseux de l'importation n'a pas voulu mettre sur pied une industrie de substitution à l'importation. Ils se sont limités à la facilité d'importer, encore importer, toujours importer. Et l'État a été laxiste parce qu'effectivement, l'État aussi a besoin de trésorerie et la douane doit apporter davantage. C'est ça qui a été notre nous avons cédé à la facilité. Voilà, mais résumer tout contre la France, vraiment jusqu'à preuve du contraire, je ne le partage pas. Peut-être avec des échanges, parce que nous avons face à nous le grand professeur que je salue au passage, M. Nicolas Agbourou. Voilà, comme je l'ai dit, je le répète, je respecte ses idées. Il m'a ouvert les yeux sur vraiment le CFA, mais je suis foncièrement contre lui par rapport à son extrémisme anti-français. Là, je ne le partage pas. Voilà, et nos remerciements à Kako Nobubuko aussi, voilà, qui a encore participé, et surtout les banquiers centraux, voilà, donc leur constipation intellectuelle, donc il nous a rappelé hein, de leur mutisme. Ils sont dans le marbre frigorifié, voilà, et ce qui est dramatique. Donc, et il est temps d'ailleurs que l'on revoie un peu cela. Il faut que nos professeurs des universités, leurs avis, on tient compte de cela. Et que vraiment ça soit, leurs conclusions soient vraiment appliquées au niveau de la BCE et de la BEAC. Parce que nous avons de vaillants professeurs au niveau des universités d'Abidjan, de Cotonou, de Dakar. Voilà, essayer de créer un comité de ces professeurs-là, voilà, qui doivent veiller sur les CFA et leurs conclusions doivent prévaloir sur toute autre conclusion. Il faut que l'on cesse de laisser vraiment la gestion de cette monnaie à ces gens-là. Ce n'est pas la France qui est fautive, non.
Moi, je ne le crois pas. Et j'ajouterais aussi que nos aînés, Senghor et Houphouët-Boigny ne sont pas des vendus, c'est de grands patriotes. Voilà, ils sont dans le même panthéon pour moi que Nelson Mandela qui parle de peuple arc-en-ciel. Quant à Senghor, il parle de métissage culturel qui c'est Nelson Mandela, c'est un intellectuel après tout. Hein. Est-ce qu'il n'a pas lu Senghor? Vous voyez, donc moi je ne crache pas sur eux. C'est de vaillants soldats qui dorment sous la poubelle des mensonges et qu'il faut essayer de rétablir. Même si je suis très faible pour essayer de les réhabiliter, je fais cette petite contribution. Ils ont eu le malheur d'avoir des héritiers indignes. Voilà, voilà. Donc c'est ça qu'il faut dire quoi. Ils ont eu des héritiers indignes qui ne sont pas à la hauteur du niveau de ces gens-là. Voilà, donc voilà, chers frères et sœurs, euh, ma petite contribution parce qu'il faut qu'il y ait un contre-discours par rapport au panafricanisme révolutionnaire. Merci de votre attention.